Messieurs, bonsoir, il est 22h, voici le journal. Au sommaire, à Sédhiou, front commun des sections syndicales SUTSAS, SYNTRAS et SAMES. Elles observent à partir de demain une grève de 48 heures pour protester contre l'agression d'une sage-femme par un concurrent. Jusqu'au boutisme de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, l'ACIS entend boucler ses 72 heures de grève. Les commerçants dénoncent l'inertie du gouvernement face à l'ampleur de leur mouvement. Coupe abusive de bois dans la région de Kolda, la situation est alarmante, alerte le Forum civil. Ces sections départementales de Kolda, Médina Yoro Fula et Vélingara invitent l'État du Sénégal à plus de rigueur, notamment une sécurisation accrue de la frontière avec la Gambie. En sport, Lionel Messi remporte le prix du meilleur joueur FIFA The Best 2019. Les détails dans la page des sports de Abdou Diouf Junior. Oumar Mbow fera le tour du web. L'invité de ce 22h sera le secrétaire général de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, Abdourahmane Sil, s'entretiendra avec Seydou Nourouba. Lamine Sow est à la partie technique. Pabès Débat à la présentation. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite de l'agression de la sage-femme à Sédhiou, ses camarades regroupés autour du SUTSAS, du SYNTRAS et du SAMES décrètent à partir de demain une grève de 48 heures, une manière pour dire non à ces types de violences exercées sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les pratiques culturelles traditionnelles. Les syndicalistes étaient en assemblée générale cet après-midi. Brodian Diakhaté est le secrétaire général de la section SUTSAS de Sédhiou. Le voici avec Max Euclide de Kamfani. L'Assemblée générale, c'était dans le but d'évaluer d'abord l'acte qui a été posé, mais de savoir aussi la conduite à tenir par rapport à cette situation. C'est une blessure grave parce que la patiente est asséminée au niveau de Ziguinchor pour faire des TDM cérébrales et voir le neurochirurgien. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est si simple. La stratégie de riposte qui a été abordée, aujourd'hui d'abord, on a décrété une grève de 48 heures avec la gestion des urgences, uniquement des urgences, le mardi et le mercredi. Et on va aussi faire une marche d'envergure nationale qui va regrouper l'ensemble des 14 régions au niveau de la région et maintenant on suit l'affaire. Là je tenais juste à préciser que si on décrète ces 48 heures et cette marche, ce n'est pas dans le but de lutter contre la population, mais c'est de marquer d'abord notre empreinte. On n'est pas contre une culture, mais on est contre la violence de nos agents. Ça c'est un. Et aussi on déplore encore une fois l'attitude de la gendarmerie, parce que les faits se sont déroulés devant la gendarmerie et la victime, je tiens à le préciser, après avoir été bastonné, s'est refusé à l'intérieur de la gendarmerie où la première réaction des gendarmes c'était de lui demander de sortir pour ne pas salir là-bas. C'est au moment où il appelait son médecin-chef de district qu'ils ont su que c'est un agent de santé qu'ils l'ont laissé à l'intérieur. On ne peut pas tout énumérer parce qu'à l'heure où je vous parle, un patient est interné dans notre service pour ces histoires et avec une blessure très grave. Donc c'est pas la première fois, aussi bien pour les agents de santé que pour les citoyens. Mais à chaque fois on laissait passer. Maintenant on se dit à l'heure actuelle, il est temps qu'on fait stop par rapport à cette situation. Parce que culture ne rime pas avec violence. Ces syndicats donc observent à partir de demain une grève de 48 heures. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal compte boucler ces 3 jours de grève. La CIF dit ne pas comprendre l'inertie du gouvernement en dépit de l'ampleur de leur mouvement. Abdourahmane Sil est le secrétaire général de la CIF au téléphone avec Seydou Nourouba. Malgré quelques manquements, on a constaté et on est allé sur les lieux, on a parlé avec eux, ils ont accepté aussi de nous suivre bien aujourd'hui et demain aussi, pour les jours qui restent. Mais également au niveau de Colobane aussi, le mot d'ordre est suivi. Au niveau de Thiaroye de même, mais également au niveau du marché des HLM aussi. Donc je peux dire dans tous les marchés de Dakar, le mot d'ordre est suivi. Depuis ce matin, vous avez reçu des réactions de la part du gouvernement. On ne le connaissait pas bien avant comparé aux autres mouvements. Oui, on n'a pas encore reçu de réactions venant des gouvernants ou bien quelque chose comme ça, mais on y attend. On attend leur réaction de toute façon. On s'y attend. Donc le secrétaire général de la CIF est l'invité de RFM Soir. Entretien à suivre avec Seydou Nourouba. Le Forum civil section Kolda alerte le gouvernement sur la coupe abusive de bois dans le département. La situation continue toujours malgré l'interdiction et les moyens promis par le chef de l'État. La Gambie est toujours la destination privilégiée selon Moudjibou Rahman Baldé, le coordonnateur départemental du Forum civil à Kolda.
Kolda. Il est joint par Makumba Bey. La situation est une situation alarmante parce que nous sommes sur le terrain, nous avons constaté, notamment lors de notre descente à Ndorna dans le cadre d'un panel, la situation n'a fait qu'empirer malgré la décision de l'État, notamment dans les conseils de ministres que le gouvernement a tenu le 6 juin et le 10 juin 2019, mais rien n'a changé sur le terrain. C'est pourquoi nous avons décidé quand même d'alerter l'État du Sénégal sur la situation qui prévaut dans le cadre de la coupe abusive de bois, notamment dans la région de Kolda. Lançons un appel à l'État de continuer vraiment et de renforcer la sécurisation au niveau de la frontière gambienne, mais aussi de renforcer la diplomatie en termes de gouvernance forestière avec la Gambie, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de failles à ce niveau-là. La Gambie aujourd'hui est le pays le plus grand exportateur de bois et vu sa superficie et vu sa forêt, la Gambie ne peut pas avoir tout ça. Tout ça vient du Sénégal. De l'autre côté, nous lançons aussi un appel à l'État pour que l'État puisse jouer la carte de la transparence, notamment dans le cadre de la distribution des permis de coupe de bois. Nous avons constaté qu'il y a une nébuleuse au niveau de l'octroi de ces permis, mais aussi le contrôle de ces gens qui ont ces permis qui doivent couper au niveau du terrain. Mais aussi faciliter l'exploitation des forêts par les citoyens, notamment à travers les conventions locales d'exploitation qui permettent aux citoyens de vivre de la forêt et de la protéger en même temps. Mais aussi de l'autre côté, il faudra aussi que l'État puisse travailler beaucoup dans le cadre de la sensibilisation des citoyens pour la formation citoyenne dans les questions. Puis en plus bref, le Fonds monétaire international exige du Sénégal la prise en compte de la totalité des dettes de l'État dans la loi de finances rectificative. Autre recommandation du FMI, la gestion prudentielle de la dette de 3%, la transparence dans les politiques publiques en matière de ressources naturelles. La mission qui envisage de signer les accords avec le gouvernement d'ici mi-décembre prochain annonce un taux de croissance de 6,8% en 2020. Les hôtels sénégalais ne seront pas épargnés par la faillite de l'entreprise britannique Thomas Cook. Elles vont perdre des clients et vont voir leur chiffre d'affaires baisser. Nous aurons l'occasion d'écouter le dossier réalisé par Oumar Mbow dans nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. Non content de la situation de la berge de Pikine Basse-Sénégal exposée comme dépôt sauvage, les habitants de ce quartier populaire de Saint-Louis s'insurgent contre les autorités. Ils demandent la fermeture du site de transit des ordures. La revendication intervient à un moment où la mairie entreprend des opérations pour éradiquer les ordures sur le littoral. Mohamed Nabissila. Des populations de Pikine Basse-Sénégal ne veulent plus que le littoral contigu à leur quartier soit transformé en dépôt sauvage qui déteint sur la qualité de la vie. Babacar Gaye, président AECS, Agir Ensemble pour la commune de Saint-Louis. Notre municipalité a un problème de gestion des ordures. On a alerté toutes les autorités compétentes. Et Pikine, Inch'Allah, sera propre et nous n'accepterons jamais que Pikine sera la poubelle de Saint-Louis. Couverte par une détermination sans faille, ces jeunes proposent aujourd'hui à la commune des aménagements adéquats qui pourraient accueillir des infrastructures sportives et jardins publics pour corriger cette situation inacceptable. Nos doléances, nous disons à monsieur le maire de valoriser tout le long de la digue de Pikine en un lieu de promenade. Nous voulons valoriser tout le long de la digue. Nous voulons éclairer tout le long de la digue. Nous voulons qu'il y ait des parcours sportifs parce que nos jeunes n'ont pas d'endroit où faire du sport. Du côté de la commune, des efforts sont faits pour l'éradication des dépôts sauvages depuis quelques semaines. Et le plus important est le maintien de ces actions pour mettre fin à l'insalubrité dans la ville de Saint-Louis. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les riverains de la rue 19 angle 22 de la Médina ne savent plus à quel sens se vouer. La raison, depuis 4 jours, l'eau des pluies stagne à cause de l'odeur. Ils craignent pour leur santé, notamment celle de leurs enfants. Ils appellent les autorités à leur venir en aide. Doudou Diagne a porté la parole de ces populations. Actuellement, nous sommes dans le désarroi parce qu'il y a une fosse ici qui dure depuis presque plus d'1 mois avec une odeur qu'on ne peut pas mesurer. La santé de nos enfants est menacée. Franchement, nous sommes dans le désarroi. Tout ce qu'on veut, trouver une solution pour que les autorités nous viennent en assistance pour qu'on puisse régler ce problème. Parce que la santé n'a pas de prix.
Franchement, actuellement, nous sommes dans le désarroi. Et si c'était autant de campagne électorale, bon, ça ne va pas durer. Mais actuellement, comme on n'est plus en campagne électorale, ils n'ont pas besoin de nous. Ça veut dire que c'est pour cela que, qu'ils nous fassent ces trucs-là. Franchement, nous sommes dans le désarroi. On est désespérés. On les appelle pour qu'ils nous viennent en aide. Pour dégager. Actuellement, nous avons appelé l'ONAS. Depuis longtemps, on les appelle. Ils nous fassent des promesses. Ils vont venir. Alors, jusqu'à présent, on ne les voit pas. Doudou Diagne qui a parlé au nom de ces riverains de la rue 19 angle 22 était au micro de Abdoulaye Diop. Un seul gynécologue, absence totale de pédiatres. Kédougou souffre d'un manque criant de spécialistes en matière de santé. Une situation qui a comme conséquence un taux élevé de la mortalité néonatale et des pathologies de toutes sortes chez les femmes. La correspondance de notre envoyé spécial Ndaté Diop. Il en rit même le docteur David Ngom. Il est le seul médecin gynécologue de toute la région de Kédougou. Je suis seul, je suis toujours seul, je suis là. Je suis seul gynéco ici. Pour une population d'environ moins de 150 000, 140 000 habitants. Minimum, tu peux consulter jusqu'à 50-60 malades par jour. La localité souffre d'un manque criant de spécialistes. Si la prise en charge médicale des femmes n'est pas bien assurée, celle des enfants n'en parlons pas. Ici, pas l'ombre d'un seul pédiatre. Relève le médecin gynécologue. On est 2 spécialistes pour toute la région. Moi, j'ai trouvé ici un chirurgien, un généraliste, d'accord, qui gère même la maternité, lui seul. Depuis que je suis venu, j'ai pris la maternité. L'autre problème, c'est le problème des pédiatres. Il n'y a pas de pédiatre. Conséquence, des complications souvent fâcheuses. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter, mais quand même, il faut signaler le rôle aussi des sages-femmes, des infirmiers. Eux aussi également, ils essaient de détecter les pathologies pour pouvoir les référer à temps. Mais avant d'arriver ici, c'est un peu trop tard. Il a signalé le coût de décès néonatal à Kédougou, un taux qui est très élevé. D'autant plus que le taux de fécondité ici est très élevé, le taux d'accouchement est très élevé, donc il y a toujours des enfants qui sont là, donc ils ont besoin d'un spécialiste pour les prendre en charge. Un recadrage dans le déploiement des spécialistes de santé et des moyens conséquents. Urgence pour sauver le grand malade qu'est Kédougou. Et cela au nom de l'équité territoriale et de la justice sociale. Ndaté Diop, Kédougou. Radio Futur Média. À 22h passées de 12 minutes, les premiers mots de Taïb Socé après sa libération. Le prêcheur qui a séjourné plus d'1 mois à Rebeuss remercie les Sénégalais pour leur solidarité. Nous l'écoutons avec notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Je rends grâce à Allah. Je remercie tous les Sénégalais. Je n'ai jamais su que les Sénégalais étaient aussi déterminés pour me sortir de prison. Mais je pense que c'est la justice divine. Sinon, les Sénégalais n'allont pas collecter cette somme d'argent. Je n'oublierai jamais ce que le peuple sénégalais a fait pour moi. Je remercie Bougane Gueye Dany qui a facilité la collecte de fonds à Irandao. J'étais bien informé car là-bas je regardais la télé et je lisais aussi les journaux. Je remercie aussi mes parents. Youssouf était un prophète et pourtant on l'accusait de viol. Concernant le Téléthon, j'ai été convaincu par mes amis. J'estime que le problème est derrière moi. Les Sénégalais ont réglé le problème. Je me concentre désormais sur mon travail et ma famille. Vraiment, je tourne la page. Puis sur un mot sur l'international au Kenya, 7 élèves d'une école primaire de Nairobi ont été tués dans l'effondrement de leur salle de classe. 2 autres sont dans un état critique. L'accident pourrait être dû à la mauvaise qualité de la construction. Et puis en RD Congo, Médecins sans frontières demande la création d'un comité indépendant pour coordonner la vaccination contre le virus Ebola. L'ONG dénonce l'opacité de la gestion des stocks de vaccins par l'Organisation mondiale de la santé. RFM Sport.
À 22h passées de 14 minutes, j'accueille dans ce studio Abdou Diouf Junior. Abdou, bonsoir. Bonsoir Pape Besdiba. Alors, football transfert, le Barça ne lâche pas Kalidou Koulibaly. Le club catalan a encore manifesté son intérêt pour le défenseur international sénégalais. Le directeur du football du FC Barcelone a été repéré au stade Via del Mare. Eric Abidal qui suivait le match Napoli-Lecce en Serie A. Marca, le journal espagnol, estime que le Français était là pour le défenseur du Napoli, mais également pour Fabian Ruiz, le milieu de terrain des vice-champions d'Italie. Les fenêtres des transferts sont fermées en Europe, mais le Barça aura le temps de bien préparer son coup pour janvier 2020. Messi is the best. The best, c'est le trophée du meilleur joueur FIFA de l'année. Lionel Messi devance Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk. Le petit génie argentin du Barça succède ainsi à Luka Modric. Son éternel rival, le portugais Cristiano Ronaldo, avait remporté les 2 premières éditions. Le milieu de terrain croate, Luka Modric, avait remporté l'édition de 2018. Le 11 est constitué comme suit. Le gardien de but, c'est Alisson Becker de Liverpool, de Leeds de Ajax et latéral droit Ramos Van Dijk dans l'axe. Marcelo à gauche au milieu de terrain. Luka Modric, De Jong et Hazard. Mbappé, Ronaldo et Messi forment le trio de l'attaque. À propos de ce The Best de la FIFA, Sadio Mané aurait dit que la FIFA est une blague. Alors, football toujours en Europe avec les championnats qui vont se poursuivre ce mardi. En France débute la 7e journée avec à 17h Dijon 20e qui accueille Marseille 5e. À 19h, Monaco 19e fera face à Nice 3e. En Espagne, 6e journée, Valladolid 15e accueille Grenada 3e. À 17h donc, à 18h, Levante 9e se déplace sur la pelouse du Betis Séville 14e. Le FC Barcelone 8e en quête de déclic reçoit Villarreal. Il est 7e, Villarreal 7e, donc le match est prévu à 19h demain. En Italie, la 5e journée démarre par un match de mal classé, Udinese 19e. Udinese, 19e, qui s'en rend à Hellas Vérone 13e. Ce sera à 17h. À 19h, Juventus de Turin 2e contre Brescia 10e. En Angleterre, on joue le 3e tour de la League Cup. 3 matchs au programme. Colchester qui reçoit Tottenham, Arsenal, Nottingham Forest, Preston, Manchester United. Manchester City plutôt. Oui, nous changeons de discipline pour parler de handball avec le tournoi qualificatif olympique. Le coach des Lions croit toujours à la qualification. Frédéric Boujon en a fait un objectif principal. Le technicien français qui ajoute que depuis 2016, il cherche à faire la promotion de ce sport au Sénégal malgré les contraintes. Frédéric Boujon au micro de Abdourahmane Diallo. On n'est pas venu depuis 2016 avec l'équipe nationale, essentiellement pour des raisons économiques, parce que les joueuses évoluent dans des clubs professionnels en France et que se déplacer et venir ici, ça coûte énormément d'argent à la fédération. Comme je l'ai dit, un vrai plaisir d'être là avec l'équipe nationale, un vrai plaisir d'avoir l'organisation d'un TQO. Pour avoir vécu longtemps en Europe, je peux vous dire qu'on est prêt en Europe, on est prêt à tuer pour organiser un TQO. Voilà, tellement c'est important. Et donc on s'est préparé depuis le mois de mars avec cette idée de vivre une semaine fantastique, de partage et en même temps avec l'idée de réaliser un exploit sportif incroyable. Effectivement, il y a l'objectif de l'équipe qui est d'aller aux Jeux Olympiques. Ça, c'est un objectif qui nous appartient, c'est de mettre le pays en avant sur la plus belle compétition qu'il y a au monde. Mais on a aussi envie, nous, parce qu'on en a discuté ce matin avec les joueuses, on a aussi envie que cette compétition-là, cette organisation-là se partage avec les Sénégalais, avec les handballeurs sénégalais, puis aussi les gens qui vont découvrir le handball. On a envie que ça permette de faire grandir tout le monde dans la capacité organisationnelle, dans le développement du handball local. Frédéric Boujon était en conférence de presse à Salis ce matin. Le staff et les joueuses seront à nouveau face à la presse ce mardi à 17h30 à Dakar Arena. Mais avant, à 9h30, l'équipe va s'entraîner à huis clos. Mais la séance de 18h va être ouverte à la presse pour une demi-heure. Le Sénégal joue son premier match contre le Cameroun. Le match est prévu jeudi à partir de 18h à Dakar Arena. À 16h, l'Angola, principal favori,
joue contre la République démocratique du Congo. Oui, lutte avec frappe, le gant adapté n'est pas une mauvaise idée. Les amateurs rencontrés par notre reporter pensent qu'il constitue plutôt un remède contre les blessures fréquentes dans l'arène. Ceux qui sont favorables au port du gant adapté estiment aussi qu'il va maintenir la boxe, ce qui est un élément important pour la lutte sénégalaise. Sauf que les prises et les actions spectaculaires pourraient diminuer dans l'arène. C'est un reportage signé Oumou Djegagnan. Suite au constat fait sur la fréquence des blessures graves dans l'arène, le port des gants est proposé comme solution. Une initiative que cette jeune fille, amatrice de lambe, salue. Je suis parfaitement d'accord avec les gants. Je pense que d'une part, ça peut gêner les lutteurs parce qu'ils ne pourront pas faire toutes les activités. Mais franchement, je suis vraiment d'accord avec les gants. Avec les gants, les blessures sont moins graves. Baila Afia approuve la proposition. Selon lui, rien n'est plus beau qu'être en face de deux hommes qui s'échangent des coups. Quand on fait le bosque là, le lutte là, ça c'est bon quoi, pour attraper les gens, on encaisse des coups, on prend tout, on fait du mal, c'est ça. Quand on attrape quelqu'un, ça va durer quoi, ça peut durer. Quand on porte le bosque là, on va bosquer normal, on va faire le lit normal, après on repose. Abdourahmane Bari ne partage pas son opinion. Si on porte du gamin, ça là, ça va minimiser là, ça va minimiser le lambe. On ne doit pas porter ça. Si on te donne, tu dois sentir le coup. C'est ça qui est normal. Je pense que les gants facilitent la tâche. Il n'y a pas de spectacle. On ne va pas voir du spectacle qu'on doit voir comme d'avant. La lutte, une culture sénégalaise, sa modernisation pourrait porter un coup à son spectacle. Oumou Djegagnan, stagiaire à la Radio Futur Média, le CNG a annoncé samedi dernier la possibilité d'appliquer de nouvelles mesures cette saison. Le port du gant fait justement partie des nouvelles règles envisagées. La saison démarre officiellement le 1er octobre prochain. Des combats pourront être organisés à partir du 15 octobre. Merci à Abdou Diouf Junior qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Oumar Mbow. Bienvenue. Les images de l'arrivée de Taïb Socé chez lui à Rufisque après sa sortie de prison sont à la une de Seneweb.com. Emedia.sn rappelle que le prêcheur a été arrêté le 25 juillet dernier par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie puis conduit en prison. Le site fait savoir que le prêcheur a maigri et paraît affaibli. Il est sans doute marqué par les affres de la vie carcérale. Taïb Socé est accueilli par Irandaou, Mam Maktar Gueye et sa famille. À la une de IGFM.sn et Bet7.com, le FMI trouve la situation économique du Sénégal dynamique avec des perspectives très favorables. Dakaractu informe que 3 sacs de chanvre indien saisis par les éléments des eaux et forêts. Ils l'ont trouvé dans un camion. Le chauffeur et l'apprenti ont pris la fuite et ont laissé derrière eux leur permis de conduire. Les travailleurs du groupe Excaf réclament 4 mois d'arriérés de salaire, Bichron IGFM.sn à sa une. Le président du groupe, Sidi Diagne, les encourage à aller manifester après le succès des Reds face à Chelsea. Le patron de Liverpool, Jürgen Klopp, a révélé que Sadio Mané avait été remplacé face aux Blues après avoir contracté une blessure suite à un coup reçu. Déjà sous le charme du Sénégalais depuis plusieurs années, l'intérêt du FC Barcelone pour Kalidou Koulibaly vient une nouvelle fois d'être confirmé par la présence d'Eric Abidal, secrétaire technique du club catalan dans les tribunes lors des matchs opposant Lecce à Naples. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Merci à vous, Oumar Mbow, et place à Koumba Sandiane Faye pour En Classe. Bienvenue en classe. En classe, cette fois-ci, va à la découverte de 2 lycées d'excellence où l'admission se fait par concours et leurs élèves y sont aussi internés. Partons à Gorée d'abord où une interview nous est accordée à la maison d'éducation Mariamaba. Madame Diagne Ramatoulaye Sarr, proviseure de la maison d'éducation Mariamaba de Gorée. Bonsoir. Bonsoir Koumba. Chaque année, l'école reçoit combien d'élèves? Depuis la réforme de 2014, chaque année après à l'entrée en 6e, on recense les 150 meilleures filles à l'entrée en 6e. Il y a également une liste d'attente de 50 personnes au cas où il y aurait désistement. Seules ces filles-là peuvent faire le concours et à l'issue du concours, on choisit les 35 meilleures qu'on nous affecte ici en classe de 6e. Au niveau des séries littéraires,
littéraire quand même. Nous avons le minimum d'élèves, c'est souvent 5, 6, 7. C'est dans les séries scientifiques que nous avons surtout le maximum d'élèves. Et ça, c'est surtout donc par rapport à la volonté de l'État, voilà, d'orienter quand même les filles au niveau des filières scientifiques. Maria Maba, depuis des années, le lycée d'excellence lui vole sa première place au concours général. Comment pouvez-vous l'expliquer? Voilà, moi je pense que le lycée d'excellence de Diourbel, comme vous l'avez dit, vraiment c'est encore de bons profils, de très bons profils, donc qui sont pris à partir donc de la 3e. Quand ils font des résultats comme ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais nous ne sommes pas du tout en baisse par rapport donc aux performances. Nous continuons donc à assurer nos 100% au BFM, nos 100% au bac. Nous continuons à avoir des mentions très bien, des mentions bien au bac. C'est vrai que l'année passée, c'est une élève de Diourbel, Diary Sow, que je félicite au passage, qui a été donc meilleure élève au concours général. Cette année également, donc, elle a réitéré l'exploit. Je la félicite et je l'encourage. Mais le deuxième prix est revenu donc à Maria Maba. Et l'année dernière, nous étions à 11 citations. Cette année, nous sommes à 14 citations. Donc, on n'a pas régressé. Mais il faut se dire que nous sommes dans un contexte où les gens se battent pour l'excellence. Vous espérez quand même revenir occuper cette première place? Bien sûr, cette première place, elle n'est à personne. Si nous sommes considérés comme un établissement d'excellence, c'est juste au vu du produit que nous recevons et au vu de la manière dont les élèves sont sélectionnés. Mais du point de vue des textes réglementaires, nous sommes considérés comme un établissement public d'enseignement général. Nos professeurs, par exemple, n'ont pas eu à faire l'appel à candidature comme au niveau du lycée d'excellence de Diourbel où vraiment il y a une sélection de professeurs avec des primes d'encadrement et tout. Donc ici, nos professeurs ne reçoivent pas de primes, mais il faut dire qu'à chaque fois quand même que les gens entendent qu'au niveau donc du lycée de Diourbel, ça démotive les gens au niveau de la structure. Il faut régler ce problème du statut de la maison d'éducation et nous allons essayer au niveau de la structure de faire les réaménagements qu'il faut pour nous battre et être toujours dans cette dynamique de l'excellence. La RFM vous remercie. Merci beaucoup. Après la maison d'éducation Maria Maba, cap sur un autre lycée d'excellence. Créé par décret 2016-1226 du 19 août 2016, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, pour sa première participation, a eu 100% de réussite au baccalauréat 2019. Babacar Diouf. Il s'agit de candidats qui ont réussi au bac cette année. Cette mention très bien, 13 mentions bien et 6 mentions assez bien, tous en série S1. En série S2, tous les nouveaux bacheliers se sont retrouvés avec la mention très bien. 12 nouveaux étudiants ont eu la mention bien et 16 ont décroché la mention assez bien. Cela à l'issue de la première participation du lycée à l'examen du baccalauréat. Seuls 2 candidats ont eu la mention passable. Dans ce lycée, l'échec est banni. L'établissement a fait 100% de réussite au baccalauréat en une première participation. Des résultats qui étaient tout de même prévisibles puisqu'au concours général, le lycée d'excellence de Diourbel a décroché 19 prix. 8 en classe de première et 11 en classe de terminale. Diourbel a aussi remporté 8 prix au concours Polytechnique Junior de Thiès, niveau première, contre 4 prix au concours Polytechnique de Saint-Louis. Dès son ouverture, le lycée de Diourbel a remporté en 2017 le premier prix Miss Science au niveau national. Pourtant, au lycée d'excellence de Diourbel, tout n'est pas encore rose. Beaucoup de bâtiments ne sont pas encore achevés. Certaines commodités manquent à l'appel. Merci à Babacar Diouf. En classe, c'est tout pour ce numéro consacré à l'excellence. Rendez-vous lundi prochain. Santé mère bébé avec Nafissatou Silla. Bienvenue. La transmission VIH mère-enfant pendant la grossesse peut bien être évitée. Pour cela, un traitement est envisagé en matière de prévention pour protéger le fœtus si toutefois la mère est dépistée séropositive. Docteur Khadissi Sissé, pédiatre au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Cette dame-là reçoit un traitement médical. Ce sont des comprimés à prendre chaque jour jusqu'au jour de l'accouchement. Une stratégie très efficace pour zéro VIH à la naissance du bébé, mais le traitement n'est pas interrompu et l'allaitement maternel est bien possible. Et c'est un traitement qui sera poursuivi pendant toute la durée de l'allaitement. Et l'enfant va recevoir un traitement lui-même qui va entraîner une double protection. Protection par le traitement de l'enfant et protection par le traitement de la maman. Ce traitement n'empêche pas à la mère de donner le sein à l'enfant pour que l'enfant bénéficie des avantages de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à
6 mois. Un traitement qui ne constitue aucun risque pour l'enfant. Qu'on dissout dans de l'eau. Ce sont des pilules qui sont dispersibles dans l'eau et qui sont vraiment faciles à prendre pour l'enfant, le bébé. L'enfant sera suivi jusqu'à ses 2 ans par soit la sage-femme dédiée, soit par le pédiatre, donc comme les autres enfants. Mais avant tout cela, un travail préalable est effectué. Un système dédié est élaboré pour faciliter la tâche depuis la grossesse. La sage-femme qui fait le dépistage d'une femme enceinte porteuse du VIH, c'est elle qui suivra cette dame-là jusqu'à son accouchement et qui mettra en œuvre le traitement qu'il faut à cette dame-là et à son enfant pour prévenir vraiment la transmission mère-enfant du VIH. Un travail vraiment de counseling et de sensibilisation avec la mère. Déjà, il faut vraiment la mettre en confiance, la rassurer, lui parler, lui dire qu'il existe un traitement et que le traitement marche. Et que si elle adhère au traitement, il n'y a aucun risque de transmission du VIH à l'enfant. C'est pour prévenir tout risque d'infection qu'il est indiqué à la femme enceinte de se faire dépister au début de la grossesse, que ce soit dans les centres de santé ou les maternités des localités les plus reculées. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente santé. La chronique de ce lundi est signée Abdoulaye Cissé. Nos États, en effet, trop singuliers dans des cuisines de politique interne, n'en sont-ils pas parfois à Abdoulaye Cissé donc a signé la chronique de ce lundi. Si l'élément est en place, Lamine, donc Abdoulaye Cissé qui signe la chronique de ce lundi. Sérieusement, on les cherche encore, les accidents un tant soit peu intelligents qui trouveraient ainsi plus d'indulgence aux yeux du président Macky Sall en opposition aux accidents bêtes contre lesquels le chef de l'État veut aller en guerre. Il est difficile de comprendre le propos du président Macky Sall pour catégoriser les accidents et parler ainsi d'accidents bêtes. C'est dire qu'il y aurait des accidents un peu pas bêtes, un peu moins bêtes aussi, et peut-être même des accidents plus intelligents, qui sait. On voudrait trouver des excuses à certains accidents qu'on ne s'y prendrait autrement, et cette attitude n'est pas à la hauteur de la nouvelle politique de sécurité routière et de la prévention des accidents domestiques clamée sur tous les toits. Pourquoi se compliquer une chose pourtant toute simple pour juste décréter la tolérance zéro contre toutes les formes d'infraction au code de la route? Et ça commence par lutter contre le racket des forces de sécurité sur nos routes. Le dire, encore une fois, n'est pas accabler nos policiers et gendarmes préposés au contrôle et à la régulation de la circulation. Mais tout le monde le sait et personne n'agit. C'est la somme des petits arrangements négociés main à main entre les automobilistes et les agents qui font le lit des drames. Qui se fait encore verbaliser pour un excès de vitesse, un franchissement illicite, un changement de voie sans mettre le clignotant, rouler la nuit avec des feux défectueux? Il est même presque admis que tout le monde roule en plein phare alors que c'est une infraction grave et qui cause une énorme gêne à la visibilité et pouvant être fatale. Qui se fait immobiliser son véhicule pour défaut d'assurance, défaut de certificat de visite technique en cours de validité, pour un conducteur contrôlé positif à l'alcool, au stup ou sentant l'herbe à 1000 lieues? Quel camion se fait immobiliser pour dépassement à la charge autorisée? Et pourtant, il n'est même plus besoin d'être agent assermenté ou de la puissance publique pour constater toutes ces infractions. Vous pouvez en effet vous faire arrêter, mais un petit billet de banque lâché par-ci et par-là vous donne presque le permis de rouler jusqu'à l'irréparable. Aucun autre pays n'a inventé un process pour réduire les accidents. C'est toujours la combinaison de la sensibilisation avec la répression. Il semble chez nous que le laxisme à tous les niveaux ait supplanté la fermeté. Il est un argument facile des autorités de vouloir toujours tout mettre sur le dos du citoyen. C'est surtout la puissance publique qui a failli à sa mission de remettre et rétablir l'ordre quand il le faut, de manier avec dextérité la carotte et le bâton.
Mais à voir comment le chef de l'État subit avec un brin fataliste tout ce qui nous tombe sur la tête, il y a de quoi désespérer. L'évaluation de dégâts n'a jamais tenu lieu de politique publique qui doit être dans la prospective et la planification. Pitié, Monsieur le Président, sachez anticiper un peu. Heureusement qu'on n'a pas certains problèmes ici, tels des géantes coulées de boue, des immenses feux de forêt, des marées noires, mais ce n'est pas exclu demain. N'attendez surtout pas que tombent les pluies hors saison pour constater que le cheptel est décimé dans le Ferlo par exemple. Épargnez de larmoyer sur le sort des paysans quand surgiront les criquets qui mettront nos agriculteurs sur la paille. Tout cela est à anticiper s'il vous plaît. Abdou Diouf était en fin de mandat, Monsieur Forage et son épouse, Madame Moulin. Il ne s'en est pas bien tiré. Abdoulaye Wade était Monsieur Projet pour sortir plus vite que Lucky Luke des idées de projet jusqu'à l'usine de fabrique de Mafé. Cela ne l'a pas sauvé. Si Macky Sall devient Monsieur Audit et Évaluation après coup, on n'aura guère plus avancé dans ce pays. L'invité, le secrétaire général de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, Abdourahmane Sil, s'entretient avec Seydou Nourouba. Merci à vous, Pabes Diba, et à vous qui nous suivez sur la radio Futur Média. Abdourahmane Sil, merci et bonsoir. Bonsoir, Seydou Nourou. Secrétaire général de l'ACIS, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, vous êtes en grève pour 3 jours. Au regard de ce qu'on a constaté sur les marchés, est-ce qu'on peut parler de succès de cette grève de 3 jours? Effectivement, Seydou, comme vous l'avez dit, on a constaté un succès parce que vu ce qui s'est passé aujourd'hui dans tous les marchés de Dakar et dans presque beaucoup de régions aussi, dans presque toutes les régions, on a constaté que le mot d'ordre de grève qui a été décrété par l'ACIS, comme tu dis, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, a été observé strictement. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ce que vous voyez comme images venant de Dakar et de partout montre que vraiment l'ACIS est suivi. Est-ce que la fermeture des marchés se fera sur une période de 3 jours? Parce que ce matin, nous avons fait le constat au marché Tilène. Certains commerçants ont dit que la fermeture se fera juste pour une demi-journée. Et quels sont les marchés, selon vous, qui ont suivi ce mouvement de grève? Oui, bon, pour nous, le mouvement de grève est décrété pour 3 jours, 72 heures, sur toute l'étendue du territoire. Et on a communiqué sur ça avec les commerçants qui sont d'accord d'ailleurs. Et certes, 100% n'existe en rien. C'est pour cela que la campagne de sensibilisation qui devait être menée au préalable peut-être a connu des manquements quelque part, ce qui fait que certains n'avaient pas reçu l'information à temps. Mais lorsqu'on est allé auprès d'eux et on les a expliqué de façon claire, les tenants et les aboutissants de ce mouvement-là, ils ont accepté de nous suivre jusqu'à ce que nous levions le mot d'ordre de grève qui est prévu toujours pour 3 jours. Et quels sont les marchés qui sont concernés par votre mouvement? Tous les marchés du Sénégal sont concernés parce que nous avons une vision globale du commerce et nous impliquons tout le monde. Nous observons en tout cas une démarche inclusive. C'est pourquoi il y a eu d'impact dans tous les marchés ici. Au Sandaga, c'est ville morte, on peut dire. Au niveau du marché Tilène aussi, le mot d'ordre a été suivi largement, même malgré quelques manquements. On a constaté et on est allé sur les lieux, on a parlé avec eux, ils ont accepté aussi de nous suivre aujourd'hui et demain aussi, pour les jours qui restent. Mais également au niveau de Colobane aussi, le mot d'ordre est suivi. Au niveau de Thiaroye de même, mais également au niveau du marché des HLM aussi. Donc, je peux dire, dans tous les marchés de Dakar, le mot d'ordre est suivi. Et au niveau de la région de Thiès, vous avez constaté qu'à Thiès, c'est ville morte, à Kaolack, c'est ville morte, à Touba même, c'est ville morte. Donc, vraiment, c'est largement suivi, on peut dire. Que depuis ce matin, vous avez reçu des réactions de la part du gouvernement. Et puis, l'ACIS, c'est un mouvement qui vient à peine de naître. On ne le connaissait pas bien avant comparé aux autres mouvements. Oui, on n'a pas encore reçu de réactions venant des gouvernants ou bien quelque chose comme ça, mais on y attend. On attend leur réaction de toute façon. On s'y attend. Donc, concernant l'ACIS qui vient de naître et qui a réussi quand même à réaliser ce succès, c'est tout simplement parce que l'ACIS renferme en elle-même des commerçants en activité. Ce n'est pas une association, d'usurpateurs
qui se réclament commerçants alors qu'ils ne sont pas des commerçants. Donc quand les commerçants se réunissent autour d'un bloc, au sein d'un cadre comme ACIS, et pour discuter de leurs intérêts, je pense que tout le monde sera impliqué. Et c'est l'intérêt des commerçants qui est en jeu. Et ce sont les commerçants qui sont montrés maintenant au créneau, dire non. C'est pourquoi ce succès que vous avez pu constater aujourd'hui. Mais il y avait même des tentatives de sabotage venant des associations d'usurpateurs de commerçants. Mais franchement, ça n'aboutit pas. Ils ont fait des communiqués, partout des communications pour saboter le mot d'ordre. Mais malheureusement, ils n'ont pas. Leurs tentatives sont vouées à l'échec, je peux dire. Revenons à votre mouvement d'humeur. Qu'est-ce que l'ACIS réclame au juste? Qu'est-ce qui a poussé l'ACIS à observer un mouvement d'humeur de 3 jours, quand même voir des marchés totalement fermés? Ça fait longtemps que cela n'est pas arrivé au Sénégal. Oui, ça fait longtemps que cela n'est pas arrivé au Sénégal, comme vous venez de conclure. On nous dit qu'en 1994, il y avait une grève qu'on pourrait en tout cas comparer à celle-ci, mais ce n'était pas à ce stade-là. Donc, je pense que les doléances qui ont poussé ACIS à décréter ce mode de grève, c'est un chapelet de doléances dont on ne peut pas citer tout relatif, en tout cas aux difficultés vécues par les commerçants dans l'exercice de leur travail, des difficultés qui secouent le secteur du commerce, parmi lesquelles on peut citer les plus connus, c'est-à-dire comme par exemple les incendies dans les marchés qui sont vraiment récurrentes. Tous les marchés ont déjà connu ce phénomène à maintes reprises et jusqu'à présent, on ne connaît pas les origines. Il y a également l'insalubrité dans les marchés qui pose finalement un véritable problème de santé publique auquel les commerçants sont confrontés. Il y a également les menaces de déguerpissement sans motif valable et sans mesure d'accompagnement aussi nécessaire. Il y a au-delà de tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle les tracasseries douanières dont nous sommes tous victimes. Et il y a aussi les services portuaires et aéroportuaires qui sont excessivement chers. Il y a aussi ce que j'appelle souvent la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est quoi? Ce sont les 2 mesures venant de la Direction générale des douanes. Lesquelles mesures? Ce sont des mesures qui tendent à éliminer, en tout cas à liquider le secteur privé national, le secteur informel. Je veux dire, le secteur informel. Ces 2 mesures sont: la première, c'est la décision de mettre en place un système qu'elle appelle dématérialisation, qui ne prend pas en compte dans le système de dédouanement le secteur informel. Deuxièmement, il y a aussi une autre mesure qui est relative à l'application des valeurs de correction qui sont prises de façon injuste et unilatérale, qu'on veut nous imposer et qu'on n'accepte pas, parce qu'on avait mis en place au début une commission d'harmonisation des valeurs dans laquelle on était membre, mais on avait vraiment fustigé dès le début le mode de fonctionnement de cette commission-là, et elle ne faisait plus notre confiance, c'est pourquoi on s'est retiré de manière solennelle de cette commission, pour dire aussi que tout ce qui sort des travaux de cette commission ne nous engagera pas et nous nous inscriverons tout simplement en faux contre ces allégations de cette commission. C'est pourquoi nous sommes conscients que la situation est grave et c'est le secteur privé qui est menacé de disparition, et ce même secteur privé-là est important à telle enseigne qu'elle absorbe du moins la presque totalité de la population active de ce pays, parce que on dit que plus de 90% de la population active est absorbée par le secteur privé et elle contribue dans l'économie nationale à autour de 80%. Et quel est aujourd'hui le résultat escompté à l'issue de ces 3 jours de grève? Qu'attendez-vous au juste? Oui, tout simplement parce que les gouvernants, ils sont là pour satisfaire la demande des Sénégalais. Et les commerçants sont des Sénégalais. Ce sont des Sénégalais qui se sont levés aujourd'hui pour dire non. Et quand ils disent non, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont le pouvoir de décider, ceux qui sont dans les instances de décision, écouter ce message-là, essayer de le décoder
pour voir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour au moins satisfaire cette demande, parce que c'est pour là qu'ils sont élus et c'est pour là qu'ils sont là comme dirigeants, quoi. C'est leur mission régalienne. Ça fait partie de leur mission régalienne, quoi. Abdourahmane Sil, merci beaucoup. Merci, moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association des commerçants industriels du Sénégal. Vous êtes en grève pour 3 jours. Merci à vous et merci à vous également, Pape Diba. Je vous rends la parole. Merci à vous, Seydou Nour, pour cet entretien avec le secrétaire général de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal.